La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Je salue tout le monde qui fait déplacement malgré les conditions climatiques. Non, Café Philo avec le coordonnateur général Ralph Jean-Baptiste. Et je salue tous les spectateurs, téléspectateurs et téléspectatrices qui confortablement à la caillou à regarder Café Philo ça. Et jeudi c'est pratiquement un jour anniversaire et 11e année révolution bolchevique, révolution russe ou révolution d'octobre. Et 100e année, toujours le dire en pile pour le monde. Donc, c'est un bagage toujours prendre en considération et pas laisser passer. Même les gens qui ont 100 ans sont un paquet de bagages. Donc, voir pour une révolution de telle ampleur. Donc, avant de commencer, nous connaissons généralement Café Philo, dans la philosophie, ligue pour le présenter Haïti. Parce que tout ça qu'on dit là, c'est pour le pays. Par conséquent, moi, je demande tout le monde pour nous lever, pour nous entonner la dessalinienne ensemble. Un pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci beaucoup. Et qui ça, un Café Philo sous révolution d'octobre taillé sans on hasta siempre. Et m'pa quoi gen un jour et que musique ça a passé dans Café Philo, li pas aussi fait sens que jodi a. Donc moi invitez nous tendre ensemble hasta siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz tu sonrisa. Aquí se queda la
clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dire qu'à l'accoutumée, nous toujours visionner en projection, c'est transformer en l'autre coutume encore. Mais moi, obligé de dire, troisième étape Café Philo, c'est projection et audiovisuelle. Et nous allons regarder un petit documentaire qui titré Qui a fait la révolution en Russie en 1917. Merci beaucoup. Et révolution a duré 8 mois, mais il prend jusqu'à 1990 pour le tomber. Après Lénine, vient Staline qui va représenter un autre moment fort dans l'URSS. Et nous allons commencer avec début guerre froide, qui dans le documentaire ils ont montré que c'est une socle division idéologique mondiale pendant la période ça. En pile question posée sur ça, est-ce que la révolution ça a vraiment réussi? Est-ce que chute mur Berlin c'est une preuve que le socialisme n'a pas qu'à Kembe? Mais il y a une autre question encore. Comme par exemple, pour qui ça est en Russie et pas en Angleterre, contrairement à la prévision qui était faite, que Marx était fait par exemple. Parce que c'est nos pays industrialisés pour la révolution ça a explosé au point que le capitalisme arrive dans la limite et le prolétariat prend place bourgeois. Mais étonnamment, c'est en Russie, un pays côté prolétariat est représenté que 15% de toute population. Lénine profitait, l'y fait idée l'y passer, pays a campé. Et en pile l'autre pays va revendiquer de révolution ça. Même si on va prendre distance par rapport à l'ito, des décalages nous capables de dire idéologiques comme par exemple pour Mao qui tout en étant socialiste
prend une distance. Maintenant, il y a une question qui vient après. Qui influence ça? Comment la révolution ça fait par Cuba? Est-ce que Corée du Nord nous a considéré comme une conséquence ou bien un héritier de révolution ça? Est-ce que la Chine s'est tellement tiré leçon des défaites économiques URSS qui fait lui commencer à moderniser tête comme ça? Qui influence que révolution ça gagne sous le monde là et qui leçon nous capables de tirer pour le mouvement populaire et en particulier en Haïti? C'est question ça que économistes, que je toujours dit économistes de gauche, Camille Chalmers, que m'a demandé nous pour nous applaudir, va le faire pour nous. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour nous capables de participer à la conversation que Café Philo propose chaque semaine et nous profiter de saluer l'initiative ça, qui sont espaces de débat importants et sont espaces de débat côté que il y a des questions qui ne sont pas tellement posées dans la société hein, que nous avons l'occasion de débattre. Donc, pour moi-même, c'est toujours un plaisir pour nous participer à l'espace Café Philo. Alors, nous-mêmes, dans le Parti Racine Camp Peuple, nous avons décidé de saluer de façon enthousiaste et solennelle grande révolution 1917 là, et non seulement à cause de l'importance que le gain dans l'histoire de l'humanité, l'importance que le gain dans le XXe siècle, il est clair que gagnons avant et après révolution russe là, non seulement par rapport à changement que l'hypothèse au niveau de pays, mais par rapport à changement que l'hypothèse au niveau de l'ordre mondial. Donc nous pensons que c'est extrêmement important que nous soyons capables de réfléchir sur la révolution ça. Et nous pensons tout que aujourd'hui nous avons une conjoncture au niveau mondial qui est caractérisée par une crise très profonde du système capitaliste, une crise que plusieurs auteurs qualifient de crise civilisationnelle, pas seulement une crise économique, financière, chômage, une crise d'approvisionnement de pétrole, etc. Mais toute crise, ça a convergé vers ça que une véritable crise civilisationnelle. Donc, question qui est posée à l'humanité aujourd'hui, c'est comment dépasser le capitalisme. Je dis clair que le capitalisme, c'est un système qui chita sous 4 systèmes, 4 mécanismes de spoliation. Et je dis, il est absolument nécessaire, il est urgent que nous joignions chemin, que nous joignions route pour nous dépasser le capitalisme. Donc, pour nous dépasser le capitalisme, bien sûr, chemin, c'est la solution révolutionnaire, c'est la production de nouvelles révolutions. Et nous pensons que réflexion sur la révolution russe est important, en même temps tout que réflexion sur des autres processus révolutionnaires. Et ça que moi-même le dialogue entre les révolutions, c'est un terrain qui est très fertile pour nous capable de penser alternative aujourd'hui au niveau mondial, et puisque la sortie du capitalisme, c'est aujourd'hui la seule réponse à la crise très sévère que nous vivons aujourd'hui. Et nous connaissons que le capitalisme n'est pas mourir de crise, mais il mourir de révolution. Donc la question de la révolution aujourd'hui est essentielle, la question de la réflexion sur les processus révolutionnaires, les comparaisons entre les processus révolutionnaires et l'évaluation de ces processus, c'est une urgence. L'urgence au niveau mondial, mais l'urgence tout au niveau Haïti. Tout le monde voit qui la société haïtienne a décrémé, qui les institutions a crasé, qui le pays a fait bac dans un paquet de dimensions, qui que l'édifice social a lézardé, et un effondrement même de la société haïtienne. Et je dis, nous croyons que la seule réponse là, c'est une transformation révolutionnaire. Les petites réformes, pas capables vraiment de répondre à la crise que nous avons aujourd'hui. Donc, nous sommes capables de dire que la société haïtienne a une révolution tout. Et nous pensons que la génération par nous, a un devoir pour regarder comment elle est capable de rentrer dans la réflexion sur quelle est la nouvelle révolution haïtienne et comment cette nouvelle révolution haïtienne est capable de répondre à tout un ensemble de problèmes et en même temps apporter toutes des réponses à la crise mondiale là, par rapport à la crise civilisationnelle que nous vivons là. Alors, dialogue ça, évidemment, l'important que nous gardions différentes révolutions et que nous gardions des révolutions
1648 en Angleterre, 1789 en France, la Révolution haïtienne, les différentes révolutions qui ont précédé la Révolution russe, notamment une expérience extrêmement importante, c'est la Commune de Paris, qui fait expérience d'une nouvelle forme de l'État, qui a été écrasée dans le sang, qui n'a duré que quelques mois. Donc, nous pensons que réflexion ça, il doit traverser tout de l'autre processus révolutionnaire, que ce soit celle du Mexique en 1910, que ce soit celle de la Bolivie en 1952, et plus récemment la révolution cubaine et d'autres tentatives qui étaient faites dans les Caraïbes. Alors, comme nous n'avons pas grand le temps, je pense que la vidéo que nous sommes là, ils font une présentation très lacunaire de processus révolutionnaire octobre, ça les révolutions octobre, dans la mesure où justement, une des grandes erreurs que on fait souvent, c'est de parler de la révolution d'octobre. Alors qu'en fait, révolution octobre, c'est le résultat d'un long processus de construction sociale et politique qui partit depuis très longtemps et qui partit en particulier depuis la fin du XIXe siècle avec les grandes grèves ouvrières de 1894-1895. Non seulement une conseil de grève ouvrière très importante, très massive, qui a posé des questions économiques, questions de salaire, questions de durée du temps de travail, questions de conditions femmes ouvrières lors de la maternité, questions de rapport femmes-garçons au niveau des usines, donc un ensemble de questions extrêmement importantes. Et nous parlons gagner une évolution côté que question économique, ça va le transformer en question politique et par rapport à la question de la prise du pouvoir. Et non seulement nous avons une mobilisation ouvrière importante depuis 1894-1895, mais dans le pays, en Russie, où il y a une effervescence politique extraordinaire, il y a une multiplicité de cercles d'études marxistes, il y a une multiplicité de petits journaux clandestins, centaines de journaux clandestins, côté moun a réfléchi sur l'avenir paysan et en pile là-dedans a fait à partir de socle théorique marxiste. Donc, nous pas qu'à dire que Jean et documentaire a suggéré que c'est Lénine qui est pratiquement l'accoucheur de la révolution. C'est vrai que Lénine joue un rôle important dans la dernière étape, mais il y a tout un processus de construction qui partit depuis 1894 et qui prend une étape fondamentale avec 1905, parce qu'en 1905, il y a un soulèvement spontané, très important, avec un pile ouvrier, un pile paysan qui l'a donné, un pile une révolte massive, et qui est écrasé dans le sang, et qui prend une étape très importante de prise de conscience, non seulement des masses par rapport au régime tsariste, mais tout qui prend le fait qu'il y a plusieurs bifurcations par rapport à la conception des transformations sociales nécessaires dans le pays. Et depuis 1903, il y a une divergence entre les mencheviks et les bolcheviks par rapport à la route à suivre pour nous capables de mener dans le processus révolutionnaire. Là, côté que les mencheviks a appliqué au marxisme beaucoup plus classique, côté où dit faut qu'il y ait un développement capitaliste, nous avons un pays côté que son structure qui est essentiellement traditionnelle type agraire, et pour capable arriver en révolution socialiste, il faut qu'il y ait un développement du mode de production capitaliste, et après, nous sommes capables de penser à passage au socialisme. Alors que les bolcheviks eux-mêmes, ils ont dit non, c'est vrai que nous avons un pays côté que structure industrielle très rachitique, mais il y a une possibilité pour nous capables de faire un passage rapide vers une révolution socialiste, une révolution prolétaire qui est anticapitaliste et qui essaie de résoudre les problèmes fondamentaux que le pays a vivre. Et tout ceci dans un contexte côté que la Russie a souffert en pile de différents épisodes de guerre. D'abord, elle a perdu la guerre face au Japon et pendant la Première Guerre mondiale, il y a effectivement une déstructuration sociétaire à partir de défaites que la Russie tsariste gagne au niveau de la guerre. Donc, nous avons 1894, émergence de nouvelles manifestations ouvrières. Nous avons 1905, quand on a une tentative de soulèvement populaire très puissant et qui est écrasé dans le sang. Et puis, on a 1917. Et en 1917, on a deux étapes qu'il a racontées très brièvement dans le film. C'est février-mars 1917 et octobre-novembre 17. Côté que, en février, effectivement, soulèvement populaire réussit à mettre deux systèmes tsaristes à terre, mais nous avons un régime dirigé par Kerensky qui lui-même est un régime bourgeois, c'est un régime de constitution de nouvelles classes dominantes qui pourrait essayer de profiter de l'effervescence populaire
pour faire d'appui sur le processus révolutionnaire là et bloquer. Et c'est à ce moment-là que entre février-mars et octobre-novembre que un grand débat politique. Et dans le débat politique, bien sûr, il y a les thèses d'avril de Lénine. Là, je porté des extrêmes, par exemple, si je lire, des fameuses 10 thèses d'avril de Lénine, qui justement posaient la question de la nécessité de la révolution, posaient la question de la nature de la révolution et posaient la question de qui sujet fondamental pour processus révolutionnaire. Et dans ce sens, nous croyons que le combat est très important pour nous souligner. C'est que nous gagnons une rencontre entre un parti marxiste d'avant-garde classique avec un mouvement social fort, le mouvement des soviets. Le mouvement soviétique là, qui déjà était présent au niveau de 1905, côté que c'est des organisations structurées de la classe ouvrière, d'abord, et ensuite qui pourra généraliser. Par exemple, il y a une consigne que les bolcheviks ont lancée, c'est la construction de soviets paysans. Côté, ils rendent compte que dans le pays, 80% de ces paysans, il faut qu'il y ait des soviets paysans, il faut qu'il y ait des soviets de soldats, des soldats qui très souvent tous des paysans qui viennent soldats. Donc, il y a un mouvement populaire extrêmement dynamique, un mouvement populaire qui est présent sous scène et qui peut pratiquement alimenter des débats et alimenter le processus de lutte qui est capable de conduire à la révolution 1917. Donc, dans ce sens, ce n'est pas du tout parce que la propagande officielle des médias traditionnels, c'est de présenter le coup du 6-7 novembre comme un coup d'État. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un coup d'État, c'est tout un processus social qui est alimenté par émergence de nouveaux acteurs politiques. Parce que pour moi-même, pas de révolution si le peuple n'a pas constitué un acteur social et politique. Et c'est ça qui, nous a dit, une spécificité qui pourra permettre que nous gagnions cette première grande révolution prolétarienne en octobre-novembre 1917. Donc, premier balance, c'est que c'est une longue construction et nous ne pouvons pas tout débat qui traverse ces constructions, ça, mais il y a plusieurs étapes et une étape décisive qui caractérisée par une naissance d'une nouvelle conscience politique, un nouveau niveau de conscience politique au niveau des soviets, qui rend compte que pour changer la situation véritablement au niveau de la Russie, il faut gagner la prise du pouvoir politique. Okay? Donc, un mouvement de masse dynamique, les soviets, et nous sommes capables de dire que c'est une révolution hors schéma. Parce que dans la réflexion qui t'a faite dans l'époque, par exemple, on prend Plekhanov, qui t'a présenté une vision très étapiste de la révolution, c'est vision ça qui était dominante. Et alors que bolcheviks, en particulier avec Lénine et d'autres, Trotsky tout, Trotsky était bolchevique, après ça il devient bolchevique, ça c'est un détail, et ils ont justement proposé que pour nous capables d'entrer dans le processus révolutionnaire, il y a un fondamental. Il faut que, évidemment, une théorie révolutionnaire, et ça c'est une caractéristique de la révolution russe, c'est que c'est une révolution qui est animée par une production foisonnante au niveau théorique, et il faut que la production théorique, ça, lui permette d'analyser les spécificités de la situation concrète, les spécificités de la formation sociale, et c'est à partir de l'analyse qu'on est capable de dégager une stratégie révolutionnaire. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire que, effectivement, nous sommes capables de voir que dans différentes étapes, ça a un aller-venir permanent entre la réflexion théorique et l'action politique, côté que praxis révolutionnaire, ça, est alimenté par une réflexion permanente. Et je pense que c'est intéressant pour les acteurs haïtiens qui, très souvent, pas prennent le temps de la réflexion théorique. Alors que Lénine aimait répéter que pas de révolution sans théorie révolutionnaire. Et donc, nous avons dit que c'est une révolution qui est un petit genre hétérodoxe, dans la mesure où, justement, c'est une révolution qui est faite dans un pays qui a une structure pré-industrielle, c'est une révolution qui est faite dans un pays côté que force productive pas un niveau de développement tel pour être capable de permettre que une prospérité qui gagne dans toute société. Et c'est une révolution qui est caractérisée par la présence de multiples acteurs populaires et qui, pendant tout processus de révolution, toujours insisté sur le fait que les soviets, c'est une référence fondamentale qui articulait
stratégie révolutionnaire là, et jusqu'à la victoire, côté que le pouvoir aux soviets, n'est-ce pas, et côté que nouvelle institution qui pourra émerger avec les fameux décrets qui suivent novembre 1917, pour inciter sur le fait que, par exemple, ils font une nationalisation des banques, toutes banques capitalistes viennent nationaliser, et ils ont nationalisé, et il y a un décret qui dit que banque ça doit tourner propriété des soviets. Donc, il y a une volonté pour construction de nouveaux pouvoirs, de nouvelles réalités de pouvoir et de alternatives par rapport à un système politique dominant. Nous sommes capables de dire tout que gagner une importance fondamentale des femmes, et parce que pendant non seulement il y a tout un ensemble d'organisations de femmes qui existaient depuis 1903 et qui ont mobilisé, mais en plus de ça, pendant l'effort de guerre, il y a un pile nègre qui allait sur le champ de bataille et nous n'avons pas qu'une usine qui était 80% femmes. Et bolcheviks ont rendu compte de nécessité pour qu'on travaille politique spécifique qui fait avec femmes et qui pourra expliquer la grande mobilisation du 8 mars 1917 qui c'est une bagaille qui fait que nous pas en avant qui fait dans le processus révolutionnaire là. Alors il y a 3 revendications centrales qui animaient Massio époque ça, surtout en 1917, c'est le pain, la paix et la terre. Hein? Et Lénine pourra insister sur le fait que le programme minimum qu'il doit construire, c'est un programme minimum qui est centré autour de 3 bagages. Le pain, la paix et la terre. Le pain pour répondre à un problème famine qui existait dans tout milieu rural russe, et surtout que c'est un milieu rural qui est caractérisé par une domination féodale terrible, avec des relations de dépendance personnelle terribles. La paix qui s'est sortie dans la guerre, là, signer des accords de paix avec des sacrifices énormes, parce que ils ont perdu un grand morceau dans le pays en signant ces accords de paix. Mais il faut que nous suspendions avec la guerre, qui a fait que le pays a perdu du monde, qui a fait que le pays a perdu tout ça le gain en termes d'infrastructure, etc. Et la terre, donc la terre aux paysans, et nous pourrons voir que dans les premières années de la Révolution, surtout en 1917 jusqu'à la fin des années 20, la Révolution était très populaire au niveau paysan. Parce que tu as une distribution de terre qui fait, qui et après, pour le gain, une autre réalité, côté que une collectivisation forcée qui pourra le faire à la fin des années 20 et qui pourra le faire que la Révolution russe, la Révolution soviétique, pourra le séparer d'une base sociale importante qui c'est la paysannerie. Et qui ratait peut-être le fait qu'il ratait, on t'a dit, une spécificité que le processus révolutionnaire a dû gagner dans des pays périphériques, tant que la Russie de cette époque. Alors, quels sont les résultats de la révolution, de la révolution russe? Et premièrement, ils ont signé un accord de paix, donc ils sont sortis dans la guerre là. Ils ont décrété une distribution de terres aux paysans. Ils ont exproprié la grande industrie et les banques et ils ont éliminé les bases du pouvoir des grands dons et des capitalistes et ils ont entré dans un processus d'industrialisation accélérée avec une option très importante de développement de la science et de la technique. C'est ça qui pourrait expliquer que l'Union soviétique, très rapidement, pourra venir faire jeu égal avec les États-Unis au niveau scientifique quelques décennies plus tard. Et nous gagnons tout. Scolarisation universelle, très rapidement. Dans le pays côté pile mon analphabète, ils ont réussi à faire une scolarisation universelle. Ils ont réussi à faire des services de soins et de santé primaire presque universels. Et ils ont décrété l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est une avancée extrêmement importante pour l'époque. Et égalité entre les hommes et les femmes, et qui pourra l'exprimer notamment dans la modification de la législation sur le mariage. Parce qu'à l'époque, le mariage était vraiment tout à fait patriarcal, domination garçon sous femme, et il était pratiquement impossible pour une femme, même s'il voulait divorcer, pour le divorcer. Donc, il pourra instituer, il pourra faciliter la question du divorce, et il pourra changer les rapports entre les hommes et les femmes au niveau du mariage. Il pourra faire tout, laïcisation, séparation entre l'Église orthodoxe et l'État, et il pourra abolir un ensemble de privilèges, non seulement les privilèges au niveau des législateurs,
mais aussi des privilèges au niveau de l'Église. Et il y a un chose qui est extrêmement important, qui caractérise la révolution, c'est la notion d'autodétermination des peuples. Et dans ce sens, la révolution russe pour rejoindre revendications ou ensemble de mouvements de libération nationale pendant tout le XXe siècle. Hein. Côté que Lénine, d'ailleurs, écrit un livre même du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Et l'autodétermination des peuples, parce qu'ils sont conscients que la Russie, son est composite, son mosaïque de peuples avec des nations différentes. Et il est important que peuples, nations, aient un certain niveau d'autonomie. Et ils même prévoient qu'ils sont capables de gagner des structures étatiques autonomes à l'intérieur d'une espèce de fédération, de grande fédération de Russie. Donc, une vision extrêmement avancée, n'est-ce pas? Et bon, par la suite, il y a un bac qui pourra le faire par rapport à ça à partir de la fin des années 20. Mais au départ, il y a vraiment une reconnaissance de l'autonomie et différentes nations qui composaient le territoire russien. Et nous sommes capables de dire tout que 1917 sera suivi par une effervescence intellectuelle extraordinaire, côté que vous pourrez décider d'appuyer, encourager, financer les créateurs, les intellectuels, les artistes, les peintres, par exemple le cinéma russe à l'époque, pour devenir un meilleur cinéma européen. Et c'est vraiment qu'a dit que l'époque ça, non seulement tout le monde qui a rêvé de liberté, de démocratie véritable, de socialisme, pour aller la Russie en référence, et nous pourrons gagner effectivement une effervescence intellectuelle extraordinaire dans tous les domaines de la création artistique et qui pourra influencer en pile ce qui va le passer au niveau du reste de l'Europe. Alors, et ça, c'est un petit assez rapide de changement qui fait tout de suite après la Révolution. Et nous avons dit que ça a caractérisé la première période de la Révolution, 1917-1924, même si très rapidement, il va entrer dans la guerre, parce qu'il va y avoir plus de 15 pays qui voyaient soldats pour craser la Révolution. Hein. Et on va y tout de façon, au niveau interne, les classes dominantes, en particulier les classes dominantes agraires, qui pourraient déclarer la guerre à processus révolutionnaire. Là. Ils pourraient décréter ça la terreur blanche, hein, côté que le régime soviétique pourrait être obligé de faire face à une véritable guerre, et une guerre féroce et pendant les premières années de la Révolution, qui évidemment pourrait avoir des conséquences sur un ensemble de décisions, notamment au niveau du système politique. Hein, parce qu'il pourrait être obligé de resserrer le système politique-là, recentraliser, et toute vision initiale de pouvoir soviétique pourrait diminuer de façon significative par rapport au fait que nous entrons dans une période de communisme de guerre, avec tout ça, ça veut dire, c'est pas pour capable de défendre le régime. Alors, sur le plan international, nous avons dit que la révolution russe a un impact extrêmement important. D'abord, il faut que nous reconnaissions que y a une prouesse qui fait un pays affaibli, un pays côté de famine, un pays côté production extrêmement faible, qui pourra réussir en quelques décennies imposer comme une puissance mondiale. Hein? Donc ça, c'est une prouesse à souligner et qui évidemment pourra faire que le statut Union soviétique change. Ce n'est pas le statut que la Russie a gagné dans l'ordre mondial, pas même que le statut que l'Union des républiques socialistes soviétiques pourra gagner. Et très rapidement, elle pourra le transformer en puissance mondiale avec des capacités militaires extraordinaires, des capacités scientifiques extraordinaires et des capacités aussi de production idéologique extrêmement importantes. Il y a un bagage qui peut le faire que un pile monde admirer la révolution russe, et même si il y a un pile monde qui a un problème avec le fameux traité de Brest-Litovsk, c'est la participation de l'armée rouge dans la Deuxième Guerre mondiale, participation décisive et face à l'armée hitlérienne, et côté que certaines études estimaient que 90% des pertes en vies humaines et en matériel de l'armée hitlérienne ont été obtenues grâce à l'armée rouge. Ça veut dire que dans le cinéma et dans les documents que nous habitués, il y a toujours présenté l'entrée des États-Unis, l'Angleterre, etc., comme
les axes fondamentaux qui expliquent la victoire contre l'Allemagne nazie, mais en fait, ils ont occulté un élément fondamental, c'est que victoire essentielle là, qui renversait le cours de la guerre mondiale, c'est la victoire de l'armée rouge face à l'armée hitlérienne, qui veut dire que nous devons être très reconnaissants de ce que l'armée rouge réussit à débarrasser l'humanité du nazisme. Et ça, c'est vraiment un exploit considérable, surtout leur considérer paysan dans les conditions que le était à l'époque. Nous avons dit tout que la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes toujours été une priorité au niveau de la diplomatie soviétique. Là. Et l'Union soviétique va le soutenir et il va encourager les luttes de libération nationale sur les 3 continents. Hein? Et l'Union soviétique va jouer un rôle très, très, très important dans la victoire de la révolution chinoise, notamment, dans la victoire de la révolution au Vietnam, et dans pile processus de libération nationale dans le continent africain. Hein? Et il est clair, bon, tout le monde connaît que l'appui que l'Union soviétique a apporté à la révolution cubaine à partir de 1962-1963, qui a été décisif face à tout effort que l'Amérique a fait pour craser la révolution cubaine. Donc, non seulement, concrètement, l'Union soviétique participait dans tout un step de processus de libération nationale, même, t'as dit, du point de vue de l'imaginaire politique, l'était représenté effectivement pour un pile révolutionnaire, un modèle, une référence, hein, côté en pile monde a étudié la révolution russe avec l'espoir que nous sommes capables de répéter le processus révolutionnaire ça dans des pays périphériques du système capitaliste. Donc, ils admiraient, ils copiaient et il y a un cycle de soulèvement, mais en Europe d'abord, Hongrie, Italie, etc., des soulèvements côté que a essayé de reproduire la révolution russe, mais puis fort, ça, ils ont crasé dans le sang et ils n'ont pas vraiment abouti. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire que l'Union soviétique joue un rôle très, très, très important dans l'histoire des luttes de libération, des luttes d'émancipation tout au cours du XXe siècle. Un autre important sur le plan international, c'est le fait que la présence de l'Union soviétique va obliger des changements extrêmement importants au niveau des politiques économiques dans les pays centraux du capitalisme. Donc la plupart, par exemple, des systèmes de planification mis en place dans des pays tels que les États-Unis, dans la plupart des puissances européennes, c'est des systèmes de planification qui ont en réponse à extraordinaire réussite, à extraordinaire taux de croissance que l'Union soviétique a gagné pour ça, de façon à montrer que le capitalisme en tout capable d'un taux de croissance important pour être capable de freiner l'effet boule de neige que la révolution soviétique est capable de gagner. Donc nous avons dit que en pile en conquête sociale, par exemple, que le mouvement syndical dans le pays nord a gagné, c'est grâce justement à cette compétition, à cette guerre froide et à cette opposition entre deux systèmes qui est centrale au niveau de l'agenda sociopolitique de pratiquement tous les pays à l'époque. Bon, en même temps, il faut souligner une influence négative, le fait que pendant plusieurs décennies, en pile parti communiste, pral très soumis au diktat de Moscou et pral développer des politiques qui très souvent n'ont pas aucun rapport avec la lutte concrète qu'a développée dans la société. Donc ça fait que le parti communiste a très souvent vient isolé et vient perdu possibilité pour être capable de diriger des processus véritables de transformation sociale. Et dans certains cas, il y a même des partis communistes qui étaient opposés à certains processus de lutte, notamment, on connaît la tragédie en Bolivie avec Che Guevara, côté que le Parti communiste bolivien était pratiquement opposé à la guérilla que Che Guevara a essayé de lancer. Alors, donc, dans ce sens, nous avons dit que sur le plan mondial, vraiment, il y a une influence absolument décisive et il changeait en pile bagaille dans les rapports de force au niveau du système international. Maintenant, il faut que nous soulignions, bon, moi, que je me restais seulement 6 minutes, il faut que nous soulignions, hein? Oui. Alors, je vais parler rapidement de ce que le NAP lit sur l'Union soviétique, le NAP lit sur l'expérience soviétique là. Il faut que nous fassions très attention parce qu'il y a pile des informations, il y a pile de diabolisation, il y a pile d'exagération
Et il est très important que, en même temps, nous avons une lecture critique du stalinisme, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas capables et pas dire que il y a une bifurcation importante qui fait dans le processus révolutionnaire là, avec stalinisme. Et côté que, effectivement, révolution socialiste là, pral perdu nature, même genre révolution 1904 là, perdu nature avec le triomphe de la contre-révolution, mais au niveau de l'Union soviétique, tout, il y a un détournement de la révolution socialiste qui pral produire un système que certains qualifiaient de capitalisme d'État. Il y a des autres qui qualifient d'État ouvrier à des formations bureaucratiques. Il y a des gens qui disent que c'est un nouveau mode de production. Nous ne pouvons pas faire discussion ça, mais de toute façon, ils ont éloigné des objectifs de la révolution d'octobre 17 et ils ont exclu Massio de la direction du pouvoir avec une nouvelle idéologie, le pouvoir du peuple tout entier, l'État du peuple tout entier, qui niait la lutte des classes, n'est-ce pas, et qui niait, n'est-ce pas, le fait que gain une lutte de classe en dedans ce système-là et qui pourra produire une nouvelle classe dominante, une nouvelle bureaucratie, etc. Donc là, je ne peux pas étant moins solide. Alors, et là, on a parlé de processus révolutionnaire et non pays de Haïti. Il est clair que aujourd'hui, nous avons besoin d'inventer un processus révolutionnaire parce que là, on n'a pas de révolution, pas de possibilité de copier. Tant que Maria Terry dit, ni calco ni copia, pero création héroïque. Ça veut dire pas de possibilité pour faire copie ou obligé de faire une création héroïque. Ça veut dire création héroïque, ça, nous avons pour faire et nous avons pour faire en tenant compte de tout un ensemble de situations, notamment l'état des luttes de classe en Haïti, le niveau de développement de société au niveau des relations sociales et le fait que nous gagnons en Haïti une longue tradition de lutte, qui est très souvent totalement méconnue et totalement mal interprétée, dans la mesure où, depuis Goman, paysans haïtiens ont rendu compte que ce n'est pas ça que tu as cherché, le tu as fait révolution. Hein? Et on gagne un processus de résistance continue. Et nous croyons que un engage aujourd'hui, c'est comment se reconnecter avec ce processus de lutte continue qui traverse toute l'histoire pays, qui passait à travers Goman, qui passait à travers Kao, qui passait à travers Piquet, qui passait à travers les différents épisodes de marronnage hein, et les différents épisodes de résistance, en particulier des paysans pauvres, face à un État néocolonial, un État prédateur et un État qui déclarait la guerre à la nation haïtienne depuis la moitié du XIXe siècle. Côté que l'État haïtien, il prend 3 piliers fondamentaux de la formation nationale et puis il l'a crasé. C'est le créole, le vaudou et le lacou paysan. Côté soit regarder tout système légal que l'a mis en place, c'est des systèmes légaux pour démantibuler la nation haïtienne. Évidemment, donc sont l'État qui est tout à fait contraire à la possibilité d'une véritable construction nationale et qui est capable de rejoindre les rêves des fondateurs de 1804. Donc, dans ce sens, et nous croyons que aujourd'hui, il est important que nous discutions sur les processus révolutionnaires, que nous gardions des forces, faiblesses processus révolutionnaires, impatients, qui genre que yo chaque poser des questions nouvelles à révolutionnaires. Bon, là, je tout un ensemble de questions de débat comme tu as énuméré, je ne vais pas en par exemple, la question du productivisme, parce que c'est vrai que nous saluons la grande prouesse de l'Union soviétique en termes économiques, qui réussit à imposer comme puissance économique, mais à quel coût hein? C'est très, très, très important de regarder comment, par exemple, les objectifs socialistes ont été pervertis par certaines méthodes de production, notamment le taylorisme. Hein? Côté que il y a un ensemble de méthodes de production qui établissent des relations sociales qui sont contraires à l'objectif de la construction socialiste. Donc, dans ce sens, il y a une discussion très importante qui vous fait sur la question du productivisme et la question des modèles économiques de production et comment inventer un modèle économique qui est capable, cohérent par rapport à l'objectif de la construction du socialisme. La discussion autour du processus de construction des ruptures révolutionnaires et
nous connaissons toute discussion avec Trotsky, la révolution permanente, comment transformer les étapes de la révolution démocratique bourgeoise en processus socialiste à travers l'hégémonie du prolétariat. Et là encore, c'est toute une question de débat aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le prolétariat? Surtout dans la périphérie capitaliste et dans la globalisation néolibérale qui gagne aujourd'hui. La question de l'État, la question de la construction de l'État, la question de la construction-destruction de l'État. Dans ce sens, Lénine fait un point important dans le livre qui est l'État et la Révolution, que l'État est intéressant que nous lisons. Mais il y a tout un débat fondamental qui est très douloureux aujourd'hui. On a regardé par exemple les expériences récentes de l'Amérique latine, côté que le processus révolutionnaire, et très souvent, ils tombé dans le piège du renforcement des structures étatiques, au lieu que détruire l'État bourgeois, l'État qui est au service de l'impérialisme, pour construire de autres rapports sociaux. Donc, il y a un grave problème de transition au niveau de la question de comment réinventer l'État jusqu'à ce que nous aboutissions à des formes de relations de pouvoir qui sont cohérentes avec le projet socialiste. Et évidemment, la question des stratégies et des méthodes de lutte, la question du socialisme dans un seul pays, la question de l'éco-socialisme et de l'écoféminisme. Nous ne pouvons pas développer, mais c'est une question capable de développer tout ça. Et nous t'a dit que aujourd'hui, la révolution haïtienne a demandé plusieurs bagages. Une chose importante, c'est la constitution de mouvements sociaux revendicatifs à perspective révolutionnaire. Ça veut dire des mouvements sociaux qui non seulement bataillent pour augmentation de salaire, pour question de terre, contre les méga-projets miniers, sous question d'agriculture écologique, etc., mais qui en même temps ont la capacité pour transformer les revendications économiques dans des revendications politiques et dans un projet de prise de pouvoir. Ça, c'est mon premier bagage. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons pile de mouvements sociaux qui sont sous occupation. Parce que ce n'est pas seulement l'État haïtien, ce n'est pas seulement le territoire qui est occupé, mais nous avons des mouvements sociaux très souvent qui sont occupés à travers leur agenda, à travers leurs objectifs et à travers leur mode opératoire. Un deuxième bagage, c'est la construction de partis politiques révolutionnaires qui ont la capacité pour capable créer des nouveaux liens avec le mouvement social. Ça que très souvent nous avons des partis mouvements et qui sont capables de tirer les leçons du XXe siècle, les leçons des stratégies révolutionnaires du XXe siècle pour inventer une autre modalité de fonctionnement des partis politiques et qui est capable de diriger le processus de lutte révolutionnaire. Troisième élément, c'est l'émergence de projets nationaux, une vision que nous discutons avec différents secteurs dans le pays, et un projet national qui a une capacité pour le capable de rentrer dans différentes ruptures que nous avons besoin. Et dernier bail qui est extrêmement important, c'est la construction des capacités scientifiques qui articulent un projet national ça et qui est capable de permettre nous de mener la lutte révolutionnaire là jusqu'en bout. Merci. Une révolution qui en construction depuis 1894 jusqu'à 1917, qui encadrée par des théories bral abouti à une nouvelle ordre social et économique qui bral permettre réalisation de modes et population qui c'est pain, paix et terre, une égalité entre garçons avec femmes, un bagage qui est extrêmement important pour l'époque là. Là aussi, bral vivre un développement économique qui bral toucher un pile monde puisque li bral premier monde qui bral voyer un être humain dans l'espace, bien que tous les deux pays ont toujours voyé bête, mais ils ont songé une seule bête qui c'est Laïka et que la Russie te voyé tout. Chute mur de Berlin, qui ça représenté pour le monde en révolution comme ça et qui critique qui a fait sur le modèle économique qui fait que le capitalisme est capable de prétendre que c'est le modèle par là qui réussit et non par la Russie. Qui ça représenté pour Haïti? Qui Jean Haïti a gardé ce modèle ça et inventé une révolution? C'est toute question ça qui sont parlé là et moi je pense que c'est pour moi-même un débat politique, essentiellement politique
Et toute conséquence qui va découler de politique, ça, c'est aspect économique question qu'on pose d'ailleurs, et aspect scientifique question en tout, parce que pas un pays qui a développé sans la science. Merci parce que nous sommes là, nous allons prendre une pause musicale, comme nous habitués à prendre, pour nous retourner avec questions et pour nous lancer débat avec le public là. Nous allons entendre Lénine jeune et la révolution d'octobre. Nous retournons pour un moment qui est plus intéressant pour le public là, qui c'est participation dans le débat. Comme moi-même, je préciser, le café philo pas un espace, et c'est pas comme l'école où un professeur qui finit de parler avec vous et pour poser les questions. Moi, je ne pas mais idée poser questions, mais nous allons échanger avec le professeur sous question ça. Et nous avons 2 séries de questions de 4. Et je vais demander pour Henri Robert Jean Valdemar Emmanuel, Edzer Pierre et Paulson passer devant pour nous, s'il vous plaît. Pendant que moun sa yo qui va poser question à déplacer, m'a profité de position comme modérateur pour moi poser une question tout. Et partie qui est intéressée dans le débat, c'est fin, c'est Haïti. Parce que moi, je pense que c'est une barrière que moi retrouvé dans Marx, qui c'est ne pas penser pour nous penser seulement, mais penser à son action. Ce qui fait de marxisme, là, ou du moins de penser Marx, là, ont tendance à scientiser penser. C'est-à-dire, son étude sous conditions sociales, économiques et population. Donc, comment nous sommes capables de décoloniser le mouvement social en Haïti? C'est les mots dit comment, et question entre une perspective opérationnelle. Et qui l'idée ou capable de bailler sur ça? Les mots dit l'idée, c'est parce que pas qu'à gagner en question, en réponse mathématique, qui 1, 2, 3, et puis on a fait comme ça, on a réussi, mais qui pensait, qui approximation opérationnelle qui va permettre décolonisation du mouvement social et arriver à une révolution durable, si on dire comme ça. Et Henri Robert Jean, s'il vous plaît. Je salue tout le monde, particulièrement le professeur Chalmers et modérateur nous, Maître Volmar. Nous avons nagé, tout le monde a nagé dans la globalisation. Or, c'est en réplique à John Locke, qui c'est papa libéralisme, que Karl Marx a proposé un renversement de l'État capitaliste pour une dictature du prolétariat avec une société sans classe. Folie ou utopie, dans qui mesure 100 ans après Révolution d'Octobre Blanc et 100 ans après Révolution d'Octobre Blanc, folie ça est encore contagieuse dans le monde et particulièrement en Haïti, côté classe prolétaire là, en majorité par rapport à 15% que tu as gagné en Union soviétique. Et deuxièmement, par contre, si c'est faute de temps, le professeur n'a pas nous suffisamment d'éléments clés, des faits saillants, côté faiblesse ou bien limite et révolution est occasionné éclatement 75 ans après. Merci. Salut l'assistance ainsi que les panélistes. Je suis très précis pour M. Chalmers. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez pris l'exemple du processus révolutionnaire de l'énigme, à savoir le pain, la paix, la terre. Est-ce qu'on peut considérer le discours de Jovenel Moïse, l'elle dit nous la prend soleil, la terre, de l'eau à Mounio pour mettre manger dans l'assiette nous, comme un processus révolutionnaire? Ça, c'est où? Deuxième question. Tout au début de votre exposé, vous avez dit que pour nous sortir de la crise, il faut que nous menions une vraie révolution. Est-ce que vous pensez qu'une révolution capable de commencer en ignorant une vraie lutte contre la corruption? Merci. En fait, moi, je salue le professeur Chalmers, moi, je salue le camarade Volmar et je salue toute l'Assemblée. Et tant que je fait capé dit ça là à côté avec le professeur Chalmers, je me demande est-ce que c'est une question m'a posée ou du moins c'est attirer attention nous toutes sur un élément parce que nous tous très bien aimé connaître, à savoir est-ce que c'est vrai c'est une révolution communiste qui éclatait dans fin années 81
avec Perestroïka et Gorbatchev là. Et dans quelle mesure, ça c'est une question, nous sommes capables d'évaluer l'impact ça a été les cultes de personnalité à sous révolution russe là et comment journée aujourd'hui à nous ca rentrer dans le processus révolutionnaire pendant que nous avons démarqué nous de 3 péchés capitaux que je ne pas dire révolutionnaire russe mais surtout Staline te commettre, à savoir réduire la révolution russe là à une simple question de socialisme dans un seul pays, coexistence pacifique et collaboration des classes. Et nous connaissons que ces 3 péchés mortels ça, qui pourraient aboutir à perestroïka et qui la gagne côté nous. Parce que nous avons cherché et connaître l'impact de la révolution russe sur le pays d'Haïti. Nous ne connaissons pas, non, mais dans l'expérience, je crois que l'impact est négatif. Impact est négatif dans la mesure où, sans effondrement, régime stalinien, en 1991, processus politique qui mène nous à ça que nous sommes là, nous sommes capables de gagner. Certainement, nous avons toujours un coup d'État, nous avons toujours un macoutio, mais Salvin Bay comme résultat, il n'y a pas de bail. Merci pour la présentation. Et dans la compréhension pas moins, c'est que c'est pratiquement impossible pour ou bay yon moun ou bien un groupe moun gérer les destins pour toute une communauté sans gestion ça le faire de affaire moun yo bal gérer yo pas refléter propre intérêt personnel moun ça ou bien groupe moun ça. Pour moi c'est un bagage qui est pratiquement impossible. Donc ça yo pral faire a quand même entaché de influence propre intérêt pa yo ou bien intérêt groupe que yo même yo appartenu là-dedans. Et pour moi c'est ça qui fait échec relative question idéologie socialiste et communiste, c'est parce que yo pas tenu compte de aspect humain ça dans question gouvernance de la chose publique. Question maintenant c'est que comment kounya en partant de hypothèse ça, si nous d'accord que en partie c'est vrai, comment nous capable tirer leçon de échec question socialiste et communiste en général à travers les temps et spécifiquement en Haïti qui était fait des tentatives dans les années 91 et qui pas réussi à établir en Haïti un mode de gouvernance socialiste ou bien communiste, comment nous capable tirer leçon de ça tout en tenant compte que si pour faire une révolution, il y a des prérequis pour gagner et que nous-mêmes nous pas gagner en considérant aussi que le peuple haïtien dans les conditions là, il y a une extrême précarité sociale côté que minimum yo capable bali la contenter de lui comment nous arriver à une révolution réelle dans ces conditions là et comment nous tirer leçon de ça. Merci. Professeur Chalmers, à vous. Bon, merci en pile pour question. Mais chaque question t'a demandé l'autre conférence pratiquement. Et donc nous pourrons laisser très schématique malheureusement dans la réponse. Et nous avons commencé avec dernier intervenant. Bon, premièrement, en Haïti, pas vraiment aucune tentative de gestion socialiste ou communiste. Parce que là, on n'a pas parlé de gestion socialiste, on a parlé de socialisation des moyens de production. On a parlé de renversement des rapports de pouvoir sur le plan économique, social, politique et culturel. Et nous n'avons pas de ça du tout en 91, Jean que Zami a pensé. Nous n'avons pas de projet ça, ni dans les intentions, ni dans les actions concrètes qui ont été posées. Nous sommes très 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 loin de ça. Donc, pas vraiment aucune dynamique de rupture par rapport à domination de classe et par rapport à domination impérialiste en Haïti. Donc, nous ne pouvons pas parler d'échec ça en Haïti parce que le projet n'est pas là. Et maintenant, Zami a parlé de échec socialisme dans le monde. Je pense que Zami a trompé. Même si l'Union soviétique s'est effondrée, même s'il y a des projets nationaux qui sont effondrés, ça ne veut pas dire que c'est un échec du socialisme.
Nous avons regardé par exemple dynamique d'émergence et d'apparition système capitaliste en Somalie pendant plusieurs siècles. Pas? Donc, la parlé d'une expérience de 70 ans. À échelle historique, c'est une expérience relativement courte. Et nous sommes capables de dire que le projet socialiste aujourd'hui plus présent que jamais dans les masses en lutte. Si nous regardons tout processus de mobilisation qu'a fait en Europe, aux États-Unis, Occupy Wall Street, les indignés, les mouvements indiens qui opposaient à méga projets miniers, tout ça, nous n'avons jamais gagné un cycle de mobilisation aussi important. Et dans tout cycle de mobilisation, ça y a un contenu de contestation du système. Même si pas une vision claire de comment passer à une autre société, mais une contestation de base fondamentale du système capitaliste là, qui, je dis, de plus en plus destructeur et de plus en plus, on t'a dit, a créé une situation dangereuse pour survivre l'humanité même. Donc, dans ça, nous pas du tout un échec socialiste. Au contraire, nous pensons que nous, à l'heure du socialisme, nous, à l'heure de la construction socialiste, nous, à l'heure de la construction de projets anticapitalistes, et je dis, nous croyons que démonstration faite clairement que le capitalisme n'est pas capable de répondre à principal problème que l'humanité pose aujourd'hui, et il devient de plus en plus destructeur et de plus en plus l'ennemi des peuples, l'ennemi de la nature et l'ennemi de l'humanité en général. Et alors, considération que Zami a fait sur la question de la gestion et la prise en compte des individus, et Mpata dit que toute gestion marquée au coin des intérêts personnels. Ce n'est pas vrai. Si nous regardons par exemple une longue expérience d'économie sociale et solidaire à travers des formes de gestion collective, par exemple dans le pays comme le Venezuela, il y a une longue expérience sur question ça. En Amérique latine, par exemple, il y a tout un réseau d'entreprises récupérées par les travailleurs qui sont gérées collectivement. En Argentine, il y a plus que 250. Donc, il y a un paquet d'expériences qui montraient que justement, modèle de gestion tayloriste fordiste que vous montrez nous comme l'organisation scientifique du travail, entre guillemets, c'est un modèle de gestion qui est adapté aux objectifs et à la régulation capitaliste. Il est possible pour nous inventer d'autres modèles de gestion. Et je dis, il y a pile en pile d'expérience qui montre que c'est possible avec des réussites tout à fait spectaculaires sur le plan des résultats obtenus par ces mécanismes. Donc, je pense que ça, c'est un bail qui est justement lié au fait que le capitalisme a créé des gestionnaires et des modalités de gestion qui correspondent à objectifs d'enrichissement individuel et qui renforcent le capitalisme. Mais nous-mêmes, nous avons créé d'autres modèles de gestion et justement, ça, c'est un travail fondamental pour nous faire parce que justement, il y a un piège que l'Union soviétique tombée là-dedans, c'est la course pour rattraper les États-Unis. Et dans la course, pour augmenter la productivité au maximum, ils ont tombé dans appliquer les méthodes tayloriennes qui ont même hérité fondamentalement de la dynamique capitaliste. Je ne vais pas m'étendre plus sur ça, mais je pense que ça est extrêmement important. Maintenant, comment décoloniser les mouvements sociaux en Haïti? Et nous, ouais que nous avons plusieurs cycles importants de mobilisation, par exemple dans le XXe siècle, dans le XXIe siècle. Et il y a un cycle très important, c'est 86-91, côté que effectivement, où tu as un mouvement anti-autocratie du valériste, anti-dictature, mais un mouvement qui est allé au-delà, un mouvement qui t'a posé des questions fondamentales à système paysan, qui t'a posé des problèmes, par exemple, sur l'État, changer l'État. Qui t'a posé des problèmes par rapport à des politiques néolibérales qui étaient en application. Donc, tu as un mouvement extrêmement riche, diversifié, et qui a potentiellement capacité pour le transformer en mouvement révolutionnaire. Malheureusement, et ça n'a pas fait pour un paquet de raisons, notamment absence de direction politique, absence de théorie révolutionnaire, et les forces dominantes, que ce soit l'impérialisme, que ce soit les différents secteurs de l'oligarchie, leur rendent compte de potentialité mouvement populaire, ça, ils ont déclaré la guerre mouvement. Et déclarer la guerre mouvement, c'est démanteler les mouvements par la répression, notamment coup d'État, massacre, ça qui passé en 81, coup d'État 91, etc. Jusqu'à présent, parce que nous pouvons relever de ça. Et deuxièmement, il y a tous des mécanismes de perversion, de corruption, de cooptation du mouvement social pour capable détourner. Et dans ce sens, nous avons un paquet de mouvements
qui, je dis, a même intitulé que tu as en 91, mais du point de vue du contenu, du point de vue de l'agenda, du point de vue du discours, du point de vue des méthodes de travail, il n'y a pas rien pour y avoir avec les intérêts populaires. Donc, dans ce sens, nous avons un travail extrêmement important de décolonisation des mouvements sociaux pour être capable de reprendre dynamique 86-91 ans et constituer une force qui est capable de mener effectivement à des dynamiques de rupture par rapport à un système de domination. Et ça demande des travaux, ça demande des recherches scientifiques. Ça, c'est très, très, très important. Parce que très souvent, nous gagnons carence ça au niveau des processus de mobilisation en Haïti, côté que nous pas gagné suffisamment d'armes scientifiques qui permettent d'avancer. Ne serait-ce par exemple que la connaissance du pays. Ne serait-ce que connaître le pays véritablement, ses potentialités, son histoire, sa géographie, ses écosystèmes, nous très 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 faibles sur question ça. Et nous avons un exemple très simple, où sur le site internet, côté que Newmont Mining Corporation dit qu'il y a 20 milliards de réserves de métal au niveau de Trou du Nord, ou pas même capacité pour vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, vous prenez la bataille, si vous pas même des capacités scientifiques pour vérifier si l'assertion ça est réelle ou pas. Donc, la création de capacités scientifiques qui permettent que nous développer des connaissances et des savoirs qui connectés avec le projet nous, des connaissances et des savoirs qui connectés avec l'histoire nous, des connaissances et des savoirs connectés avec la culture nous, sont un bagage fondamental. Et je dis, nous pensons que ça a aidé nous à entrer dans le processus de décolonisation du mouvement social, décolonisation du discours politique, parce qu'on a un discours politique complètement colonisé. Côté que le politicien ici a parlé d'Haïti, il a parlé avec les lunettes du colon. Il a parlé avec le regard que l'impérialiste a jeté sur le pays. Et nous voyons ça très clairement, par exemple, avec adhésion à MINUSTA, MINIJUS, etc. Côté que le responsable politique haïtien a parlé avec même interprétation, même vision que qui justement justifiait l'occupation saharienne, et établit un ensemble de fausses analyses sur l'incapacité paysan, politique GTT, etc. Donc, une prolongation, un renforcement de la domination coloniale à travers même le discours politique et évidemment les pratiques politiques des dirigeants haïtiens. Donc, dans ce sens, nous pas aucun rapport entre Jovenel Moïse et la Révolution. et nous pensons que le discours politique que nous avons là aujourd'hui, c'est un discours qui est complètement entré dans un processus de régression politique. Je dis, nous avons un processus de régression politique par rapport aux rares conquêtes démocratiques de 86-91. Et nous avons par exemple le projet Code pénal, qui sont un projet totalement régressif par rapport aux conquêtes démocratiques. Quand on a parlé d'attroupement, il n'y a pas parlé de manifestation, il n'y a pas de répression des attroupements. Là, nous prenons la loi sur la diffamation, la loi sur les 3-8, là, nous prenons un projet de révision constitutionnelle. Tout bagage ça, c'est vraiment un processus régressif. Côté APC fait payant, fait bac par rapport à la conquête 86-91 et récupérer du terrain pour être capable de renforcer la domination impérialiste et domination oligarchique. Donc, dans ce sens, le discours officiel que nous gagnons, c'est un discours qui est complètement adapté à besoins impérialistes et besoins oligarchiques. Donc, nous sommes très, très, très loin d'un discours de rupture révolutionnaire véritablement. Et oui, la lutte contre la corruption est importante. Nous saluons différentes initiatives qu'elle prend sous question. Et parce que, effectivement, corruption, c'est pratiquement une méthode de domination. Mais en même temps, le pas de corruption, il faut que nous fassions une analyse très approfondie de mécanismes de corruption et regarder comment que gagner une chaîne de corruption. Parce que très souvent, l'idée qui traverse nous, c'est que nous sommes des corrompus. Blanc à Baïkob et puis nous-mêmes, nous avons volé complètement mettre dans la poche. Alors que bah, pas comme ça. Il y a un marché de la corruption. L'aide internationale, par exemple, c'est un marché corrompu, de haut en bas, qui est structuré même par la corruption. Donc, dans ce sens, il faut que nous allions beaucoup plus loin que simplement dénoncer un tel, c'est important tout, mais il faut nous garder les mécanismes de corruption dans la gestion publique, dans la gestion de l'aide internationale, et capable de débusquer racines de corruption et qui genre que les fonctionner comme méthode de domination et méthode d'asservissement de la clientèle politique au service de la domination.
Alors, oui, Edzer pose une question fondamentale par rapport à déviation processus révolutionnaire là, en particulier depuis la fin des années 20, mais depuis 25-26, mais encore plus à la fin des années 20, côté que nous gagnons une révision complète de tout précepte de base révolution Octobre Blanc, d'ailleurs par une répression directe contre les principaux acteurs du processus révolutionnaire. Et il me songe, papa, j'avais 14-15 ans, là, comme j'ai des sympathies par rapport aux théories marxistes. Je me acheté un livre de Arthur Koestler, qui est le yogi et le commissaire, pour convaincre que ça n'est pas bon même. Donc, gagné effectivement, non seulement les procès de Moscou, tout processus ça et une redéfinition du projet politique, qui sont une négation même de la lutte des classes, et qui, dans une certaine mesure, peut établir une certaine collaboration avec l'impérialisme et avec le capital transnational, qui peut mener nous à des dérives que nous constatons avec Gorbatchev, Perestroïka, côté que une nouvelle classe dominante qui justement a besoin de consolider le pouvoir, et qui déjà a suffisamment de contrôle sur le pays, mais qui va laisser consolider le pouvoir en renonçant aux bases même du système socialiste et qui peut le mener à l'effondrement que nous constatons dans les années 90. Donc oui, c'est très, très, très important que nous fassions analyser ça et que nous gardions qui processus qui menait à déviation ça, qui type de bureaucratisation qui fait, comment lutter contre la bureaucratisation, même au niveau de nos organisations. Ce n'est pas seulement au niveau du pouvoir, mais même au niveau de nos organisations. Nous avons des phénomènes de bureaucratisation qui très souvent capables d'affaiblir capacité et potentiel de lutte que l'organisation nous gagne. Ok. On va répondre. Hein? Question. Oui, alors. Ça va? Okay. On va répondre ça avant. Bon. Oui, oui. Non, c'est que l'APC fait coûte. Donc, oui, alors les limites, les faiblesses du processus révolutionnaire russe. Bon, il y a un peu de discussion, par exemple, sur comment Stalinistes viennent imposer lui, okay? Et contradiction, parce que de toute façon, même à l'époque de Staline, il y a un ensemble de conquêtes importantes qui étaient maintenues. Je veux dire, par exemple, nous gagnons un processus régressif, côté classe populaire, perdu en pile dans les conditions et qualité de vie que l'Union soviétique a réussi à construire. Donc, c'est lutte de classe en d'un pays et lutte de classe à l'intérieur même du parti, qui est lui-même responsable de tournure et de bifurcation que nous constatons à partir des années 30 et qui pourra le mener effectivement à des phénomènes complètement inacceptables et qui pourra aussi geler et parfois même faire des bacs par rapport à des conquêtes de la première période 1917-1924. Là, nous ne pouvons pas approfondir, mais il est très, très, très important que l'analyse soit faite dans la mesure où, pendant longtemps, il y a un pile dans nous-mêmes qui t'a répété un discours qui ne correspond pas véritablement à la situation concrète qui était dans l'Union soviétique. Là. Bien sûr, il fallait défendre la grande révolution russe, et nous croyons que la révolution russe doit continuer à défendre. Nous pensons que c'est un bail qui est extrêmement important en termes d'avancée globale pour l'humanité, mais en même temps, il est très important que nous soyons capables de capacité critique pour nous voir qui s'est passé à partir des années 30 et comment cette déviation a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90. Et professeur, je vais camper là pour nous prendre une deuxième question. D'accord. Et Johnny Joseph, Isaac Noël, Bernardo Tintin, Jean-Ronald Montas. Aïe bobo professeur. Aïe bobo tout le monde qui est dans la salle là. Oui, professeur, question pas maintenant. Est-ce que aujourd'hui, nous avons parlé de changement ou révolution en Haïti? Est-ce que nous avons fait révolution avec un monde, avec monde qui pas même éducation, qui pas même histoire, qui pas même consacré les lacours, démembré? Question pas maintenant, c'est qu'on ça le parti. Merci un peu le professeur.
Je dis bonsoir à tout le monde et je remercie la présence du bonsoir Camille Chalmers et de mon ami Philippe Volmar. Alors on parle toujours des choses de l'esprit et les choses de l'esprit eh bien, doivent avoir leur place dans la société haïtienne. Et c'est pour ça notre bataille, Philippe Volmar, bien que moi je dis que je ne pas côté changement pour venir, côté bagaille l'esprit pour prendre place. Ben, question pour M. Camille Chalmers. Aujourd'hui, on est en 2017. On ne peut pas penser 2017 en 1917. Il y a cette superstructure qui est la mondialisation, qui a étouffé les cultures, l'économie de certains pays. Est-ce qu'en démondialisation, nous sommes capables de penser mouvement populaire? Parce que même les grands pays, même les pays riches, ont fait face avec la mondialisation. Il y a le problème de réchauffement climatique. Est-ce que c'est problème riche chaque pauvre? Est-ce que c'est problème riche seulement ou bien problème pauvre? C'est le problème du monde. Comment nous pouvons penser mouvement populaire en démondialisation? Côté comme ce dit, réchauffement climatique, c'est problème monde lié. C'est problème Haïti, c'est problème États-Unis, problème de tous côtés. Et deuxième question, maintenant, on parlait de Haïti, on parlait de révolution en Haïti. Il y a deux bagailles qui pourraient faire que vous fait révolution. Il faut augmenter le niveau d'éducation pour vous, il faut régler le problème grand goût. Parce que, en la révolution russe, on a parlé de pain et paix. Et on a parlé de révolution en Haïti, on va même faire mention de l'éducation. Côté que c'est cancre, journée aujourd'hui, qui est dans la salle de classe, qui a formé des gens. Côté que son pays, côté que, imaginez, école normale supérieure, qui est là pour former professeurs, porte li fermée. Comment on a posé problème ça yo pour nous penser mouvement populaire ou bien pour nous parler de révolution en Haïti? Parce que la révolution d'abord, elle doit être théorique. Merci. Je dis un très sincère bonsoir avec tous les participants et puis tous les panélistes, particulièrement professeur Camille Chalmers, qui portait pour nous des idées et des réflexions théoriquement riches. Ok. Et professeur Chalmers, vous fait me comprendre qu'il y a un rapport de complémentarité entre le marxisme et la révolution bolchevique. Mais en dans le marxisme, il y a le matérialisme dialectique qui a comme principale base, une principale base qui c'est évolution, c'est-à-dire pas rien qui figé en dans même marxisme ça. Est-ce que ma partie avec ça comme prémisse pour me poser une question ça qui c'est est-ce que journée aujourd'hui nous avons toujours considéré le marxisme comme une théorie qui a fait même travail de révolution ça? Je dis l'honneur à tout le monde qui est là, je dis l'honneur à M. Chalmers et confrère moi, patriote moi, M. L'homme qui est là. Et premier bagage qui intéresse moi dans ce que tu parlé, c'est parce que vous te parlé de laïcisation. OK? Laïcisation, ça a vraiment intéressé. C'est pour qui ça? C'est parce que je dis très clair, si je prends dans la théorie des trois états, si je prends l'état métaphysique, l'état théologique et l'état scientifique, et ça qui pousse moi à tourner en Haïti, je pense que l'étape importante, si on parle de révolution, repenser question et réinventer la révolution en Haïti, l'étape importante, c'est nous essayer plus proche haïtien pour démarquer de un certain bagage qui est le christianisme ou bien catholique pour nous mettre le plus clair. Parce que c'est le premier plus gros problème Haïti capable de gagner, c'est catholique qui a couvert tout grand impérialiste en Haïti pour faire plaisir ensemble avec nous, soi-disant Boulos, soi-disant Aped. Merci. Bon, moi je pense que je ne vais pas oublier personne, professeur. Et nous sommes assez concis pour nous répondre parce que là, nous sommes vraiment coincés par le temps. Merci un pile pour la question. Il y a deux premières questions qui rejoignent, qui est en pile sur la question de l'éducation, des niveaux d'éducation. Alors, il faut nous préciser que, évidemment, on n'a pas d'éducation. Nous avons un système éducatif, l'école, l'université, l'école primaire, etc. Mais il ne faut pas oublier tout que la population apprend de pratiques. Notamment, ils apprennent de pratiques de lutte. Okay? Et prolétaires russes
qui prend la rue pour prendre pouvoir en 1917, yo transformé par expérience que tu fait en 1905 là. Ça veut dire dans le processus de bataille là même, il y a une éducation qui a fait. L'éducation n'est pas forcément faite de façon scolaire, dans un établissement, côté que vous passez examen, etc. Mais processus d'apprentissage là, processus de production de savoir là, il fait tout dans la pratique. Et justement, nous pensons que l'organisation révolutionnaire en Haïti doit donner en pile importance à processus éducatif, mais processus éducatif qui a mélangé théorie et pratique. Et côté que praxis de lutte, c'est au même tout qui a formé nous, qui a permis de nous dépasser un ensemble de bagages, qui a permis de nous, par exemple, retirer lunettes coloniales, pour nous capable d'avoir l'autre vision de tête nous, de histoire nous, de culture nous, que nous suspendons garder avec lunettes concordat. Donc il faut que effectivement gagner des processus éducatifs qui marchent avec des ruptures épistémologiques, qui marchent avec des ruptures idéologiques, qui sont capables de corriger le processus révolutionnaire. Okay? Donc dans ça, ça a aucune raison, mais ce n'est pas un processus d'éducation classique, c'est un processus d'éducation sur la marche à l'intérieur de l'UTIO. Et Massio est capable d'apprendre très vite. Il y a des processus révolutionnaires qui montrent ça. Et nous croyons que c'est dans ce sens pour nous aller. Et ce n'est pas une éducation verticale, côté il y a des gens qui connaissent et des gens qui ne connaissent pas, mais c'est une éducation côté que différents acteurs apprennent de pratiquer de lutte. Ouais? Ok, donc c'est dans ce sens que je dit. Alors oui, c'est vrai, l'important que nous restions en pile pour que les Haïtiens connaissent avec des membres, que nous connaissent l'histoire, que nous connaissent la culture, que nous connaissent différents espaces de production culturelle dans le pays, n'est-ce pas? Et que nous suspendons très souvent une vision dogmatique qui est inspirée de certaines doctrines religieuses et qui empêchait très souvent connaître ça et qui plongeait très souvent dans l'aspect de schizophrénie. Un côté que gon parole y a dit et puis gon pratique qui dans entrailles qui est différent de parole que y a dit. Donc il y a un déchirement schizophrénique, c'est pas, qui produit justement par l'éducation coloniale là, que nous avons produit très souvent, même à travers la télévision, la radio et les centres d'enseignement. Donc c'est vrai qu'on travail éducatif important, mais c'est un travail éducatif qui doit penser à partir de l'autre méthode. Et en Amérique latine, il y a un pile, dit, progrès qui fait que ce soit par exemple Paulo Freire avec l'éducation populaire, que ce soit Théâtre de l'opprimé avec Augusto Boal, que ce soit Senti Pensamiento avec Arturo Escobar, tout un ensemble de nouvelles visions, de pratiques pédagogiques, de pratiques de libération, de pédagogie de la liberté qui permettent que justement alimenter lutte révolutionnaire. Et alors, est-ce que 1917 permet de nous comprendre 2017? Alors, Zamien, mondialisation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mondialisation, c'est un processus qui est lié justement à développement capital. Là, on prend un bateau et puis il y a allé en Afrique, il prend une série de captifs, il met en esclavage, c'est mondialisation. Ça veut dire mondialisation, ce n'est pas hier, ce n'est pas il y a 50 ans, ce n'est pas il y a 40 ans. Mondialisation, c'est un processus qui est consubstantiel même au développement du capital et à l'internationalisation du capital, côté que je dis, nous avons un capitalisme transnational, financiarisé, et un capitalisme qui justement caractérisé par des flux qui dépassent les frontières. Et côté que depuis 1945 en particulier, c'est très clair, même si ça date de avant, ou pas gagner un ordre mondial, côté que l'acteur principal sont les États-nations, mais on gagne d'autres acteurs, comme par exemple les entreprises transnationales, qui, je dis, ont l'autre territorialité, n'est-ce pas, et qui a agi et qui a transformé, désarticulé les territoires par nous en fonction de besoins d'accumulation. Okay? Donc c'est dans ça que nous y est là aujourd'hui, et c'est dans un type de mondialisation ça que nous y est, et nous croyons que Lénine, dans l'ouvrage Impérialiste Stade suprême du capitalisme, a déjà posé certains éléments importants d'analyse, même si que je dis, il y a d'autres éléments pour nous ajouter dans la complexité internationalisation capitale. Là. Oui, donc là nous dit 1917-2017, ça veut dire que comprendre 2017, toute clé pour nous comprendre 2017 en 1917. Mais ça que nous dit, c'est que pour nous agir en 2017, il faut nous comprendre ce qui est passé en 1917. Là. 1917, là, il y a un pile de leçons que le capable d'apprendre nous, il y a un pile d'éléments que le capable d'éclairer pour nous.
Et dans ce sens-là, si nous regardons marxisme, même si nous disons marxisme, il faudra dire les marxismes, parce qu'il y a un pile et second développement, d'ailleurs, une force marxiste, c'est sa fécondité. Hein? Côté en pile évolution théorique qu'a faite dans les 30 dernières années sur la base d'un socle marxiste. Et une force marxiste, c'est que lui permet nous des clés d'analyse de la domination capitaliste. Hein? Et tout autant que nous pas dépasser le capitalisme, marxiste a été un outil fondamental qui non seulement pour nous comprendre qui j'ai l'exploitation capitaliste en fait, mais pour nous capable tout articuler des méthodes de lutte anticapitaliste. Donc dans ce sens-là, nous pensons que marxisme sont des outils intéressants, surtout là nous prenons comme un outil pour l'action, là nous pas prendre de façon dogmatique, là nous pas prendre comme religion, mais nous prenons comme un instrument vivant hein, qui à la fois aide nous dans la compréhension de la réalité, hein, mais qui a transformé tout dans la bataille que nous avons fait pendant nous transformer la réalité. Okay. Donc dans ce sens-là, nous pensons que laïcisation, oui, c'est un élément important. C'est un pas important qui était fait. Côté que l'Église orthodoxe était pratiquement un appareil de domination qui était fondé avec l'appareil l'État central. Et bolchevique a fait pratiquement une destruction de pouvoir de l'Église orthodoxe là, à travers tout élément qu'elle était contrôlé au niveau de l'éducation, au niveau des moyens de communication, au niveau des terres, etc. Et qui c'est un progrès très très important. Maintenant, ça qu'on ciblé par rapport à l'Église catholique, on t'a dit que ce n'est pas seulement l'Église catholique, il y a tout un ensemble d'appareils religieux dans le pays hein, qui gagnent un pile force, qui gagnent un pile moyen. Par exemple, si on regarde l'invasion des sectes protestantes qui viennent de l'Amérique du Nord, hein, on a parlé de près de 200 000 personnes qui sont dans le secte protestant qui visitent Haïti chaque année. Donc, il y a vraiment une présence massive de sectes protestantes, gagnent catholiques, oui, très important, mais il y a tout, même dans Vaudou en tout, gagnent des éléments de domination. Il ne faut pas être naïf par rapport à la question de ça. Il ne faut pas rentrer dans le mythe du bon sauvage et puis nous dire, bon, le vaudou, c'est la réponse à tout. On a regardé que l'appareil religieux, il y a des éléments de domination, même j'entends que parfois, nous sommes capables de joindre des éléments libérateurs là-dedans. Donc il y a des contradictions, hein, mais très souvent, nous avons dit que l'ensemble de l'appareil religieux qui est présent en Haïti, je veux dire, un rôle très important dans la domination et dans renforcer la domination. Merci professeur et je pense que c'est avec un pile plaisir que nous prenons le temps d'étendre des professeurs. Et moi, je considère Café Philo ça comme un café philo spécial, en ce sens que 100 ans après révolution bolchevique, révolution russe, nous avons demandé tête nous-mêmes comme peuple et qui gens nous capables de penser à changer propre pays, pas nous. Et moi capable de prendre une anecdote tout simple, pendant que syndicalistes ont goumé pour augmenter le salaire minimum, en même temps, ils ont déposé la loi 3 là dans le Parlement. Ils voté le 21 septembre, mais il y a un syndicaliste qui semblait contre ça. Donc, qui prise de conscience qui a gagné pour changer conditions de population? Et il y a une question qui était posée dimanche, que m'a posé tout le monde qui l'a. Dans tout le monde qui soit a critiqué homme politique ou qui a critiqué conditions pays d'Haïti, qui dit que faut que le pays ça a changé. Mais combien de nous qui sont prêts pour sacrifier, peut-être nous, pour le changement du pays ça? Professeur, merci beaucoup. Nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais.